Nel tempo si prepara Gilles Lambert, che viene dalla Vallonia, dalla regione francese di lingua francese del Belgio. Il Belgio, come voi sapete, è stato occupato prima della Francia, quindi è già ancora nel maggio, no? Mois de mai de 40, quand est-ce qu'il a été occupé la Belgique? Mai? Nel maggio del 40 e quindi è uno di quei paesi come la Francia e l'Olanda che hanno subito l'occupazione per più tempo. Adesso lei parlerà, Gilles ci parlerà del suo prozio, del marito della sorella della nonna, che è stato un partigiano ragazzino. Quindi prima abbiamo visto la storia, sentito la storia di questo partigiano che è morto a 86 anni facendo il partigiano fino all'ultimo, e invece Gilles ci racconta la storia di un ragazzino di 13 anni, che aveva 13 anni quando ha cominciato a fare il partigiano, e quindi è una storia quasi incredibile, di cui lei ci racconta, e che naturalmente, essendo questo signore morto pochi anni fa, vede la sua attività soprattutto nel dopoguerra. Signore et signori, buongiorno a tutti. Je ne parle malheureusement pas italien, je suis désolée. Donc merci à Guido de me traduire. Je m'appelle Gilles et je suis enseignante en Belgique et travaille dans la mémoire depuis plus ou moins 10 ans. J'ai rencontré Guido il y a 1 an et demi, lors d'un congrès antifasciste à Belgrade. Dans mon discours, donc pour la FIR, Fédération internationale des résistants, association antifasciste, je parlais de mon grand-oncle, Amélie Faly, qui par son histoire m'a mise sur la voie de la conscience citoyenne et de l'antifascisme. Il était un pilier pour moi, un enfant qui refusait de se soumettre, un adolescent qui a lutté à sa façon contre l'envahisseur, un adulte qui a continué à sensibiliser les jeunes, un grand homme pour moi qui m'a guidée jusqu'à son dernier souffle. C'est de lui dont je vais vous parler aujourd'hui, d'un adolescent sous occupation durant la Seconde Guerre mondiale. Je vous demande avant de commencer un peu d'indulgence, parce que parler de lui est compliqué pour moi, c'est émotionnellement difficile, et c'est la première fois que je le fais aujourd'hui devant ma fille. Donc voilà, je vais avoir parfois un peu la voix qui tremble. Enfin, avant de commencer, je remercie l'ANED de m'accueillir ici et de vous donner un regard de la Belgique, de cette période tragique. Donc, je sais que durant l'occupation, beaucoup de points communs se retrouvent dans les pays occupés, mais je vais, avant de parler de mon oncle, vous présenter vite fait, je vous promets, je ne vais pas être longue, la manière dont ça a été vécu en Belgique. Donc, je vais parler de quelques dates de l'exode qui a été vécu par mon oncle, certains critères de l'occupation, la résistance belge, évidemment, et enfin, j'aborderai mon oncle. Donc, en 1940, les Allemands arrivent le 10 mai. On arrive à résister, à tenir pendant 18 jours. Suite à ça, évidemment, l'armée doit rendre les armes et beaucoup de militaires se retrouveront donc dans la résistance. Le 28 mai, donc, la Belgique capitule et se crée la Légion belge, donc c'est l'ancien nom de l'armée secrète. Le premier réseau de résistance s'instaure, à savoir Zéro et Markeluc. Et on voit déjà un favoritisme d'Hitler envers une partie de la Belgique qui s'appelle la Flandre. En 1941, Léon Degrelle, donc chef de Rex, le mouvement d'extrême droite mais en Wallonie, donc là où j'habite, crée lui-même une espèce de milice d'extrême droite. Le 1er novembre 1941, on voit un autre groupe de résistance se créer qui s'appelle le Front de l'Indépendance, donc à tendance socialiste et communiste, et on voit arriver donc les premières exécutions de résistants par les nazis. En 1942, on voit les premières attaques ciblées donc, contre les collaborateurs. Donc ça, je pense que c'est partout pareil. On essaie de restaurer un équilibre. Et évidemment, les premiers convois de déportation
à savoir qu'en Belgique, ben voilà, l'un des premiers camps où il y a le plus de Belges, c'est Buchenwald, donc en Allemagne. En 1943, les premiers maquis dans les Ardennes voient le jour et il y a également la création d'un groupe de résistance qui s'appelle le groupe G. Groupe de résistance dont je parle souvent à mes élèves parce qu'il a été constitué de beaucoup d'étudiants et ils sont à l'origine de beaucoup de faits de résistance dont je parlerai tout à l'heure. En 1944, forcément, comme partout, la résistance s'intensifie ainsi que les sabotages. Le pays commence à être libéré tant par les États-Unis que par l'Angleterre. Et date importante, je pense, pour nous, c'est la reconnaissance juridique en 1944 déjà des groupes de résistance. Et il faudra attendre de 1946 à 1948 pour que les lois sur les statuts des différents résistants soient légalisées. Donc, ce sont bien sûr les résistants civils, des prisonniers politiques étrangers qui ont été reconnus également en Belgique, les prisonniers politiques et leurs ayants droit, donc qui sont maintenant défendus en Belgique par la CNPVA, et enfin la loi sur les statuts des résistants dans la presse clandestine. Donc l'exode, le principe où voilà, les Belges ont tenté de retrouver la France en espérant y trouver un pays libre. La déception évidemment fut grande. C'est 2 millions de personnes donc, qui ont tenté. Mon oncle en faisait partie. Et ça a été la désillusion, parce qu'en fait, une fois arrivés en France, on leur a dit de faire demi-tour. Tant les Français que les Allemands déjà sur place, donc ils ont été rapatriés vers chez eux. Première confrontation avec la mort pour beaucoup d'enfants, la difficulté, la faim, etc. Donc, vivre sous l'occupation, je pense que c'est à nouveau commun à beaucoup de pays. C'est la famine, c'est le froid, c'est la peur, ce sont les bombardements, parfois des hivers très rudes, en Belgique qui créent une pénurie. Et c'est également la délation, la dénonciation qui arrive et qui fait beaucoup de tort à la résistance. Donc voilà, à nouveau, la résistance s'oppose à la collaboration. Maintenant, il faut aussi savoir la résistance, c'est 5% de la population et la collaboration, c'est 5% aussi. Donc il vous reste 90% qui en fait n'ont fait que suivre. Alors autant ces 90% au début de l'occupation ont été considérés comme accommodants, mais en 1944, on les appelait les collabos. Alors la résistance en Belgique, ça a d'abord été de cacher des hommes et des femmes qui étaient dans la résistance et qui devaient absolument changer de lieu de vie. Ça a été informé Londres, parce que le gouvernement belge était là-bas. Au niveau des employés communaux, c'était faire disparaître des registres, saboter des voies, des ponts, ralentir évidemment la production du pays. Prendre en charge les aviateurs. André de Jong a créé le réseau Comet. Et voilà, ce groupe a permis quand même de rapatrier plus ou moins 800 aviateurs en Angleterre. Il y a eu également la grève des 100 000, donc dirigée par Julien Lao, qui était président du Parti communiste, et qui a permis de ralentir la production vers l'Allemagne. Au niveau des presses clandestines, il y a le Fossoir, dont la Belgique est assez fière, où la résistance a distribué un faux journal avec exactement la même mise en page, mais le but était de rire vraiment de l'occupant, se moquer de lui et de donner des informations à la population. Et cet exemplaire a quand même été distribué, en tout cas au moment même, à 5000 exemplaires. Et j'en arrive à mon oncle. Amélie Faly, donc, est né le 13 janvier 1927. C'était mon grand-oncle, un repère. Il avait des parents aimants et bienveillants. Son père était porion. C'était un contre-maître, en fait, dans les mines de charbonnage, dans mon village qui s'appelle Framery, et cette mine s'appelait Crachet-Bicry.
qui a ouvert en 1920. Après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1948, il me semble, beaucoup d'Italiens, d'ailleurs, viendront dans ce charbonnage pour y travailler selon l'accord italo-belge. Mon oncle disait souvent que c'était son père qui lui avait appris à être un homme, écouter plutôt que se faire entendre. C'était un bon élève et il avait le respect vraiment pour les maîtres. À gauche, vous avez une photo de lui juste avant la guerre et à droite après la libération, donc il est au centre. Et j'aime comparer ces deux photos parce qu'elles révèlent le changement de regard, de posture. À gauche, vous avez un élève qui a l'air tout gentil, tout mignon, et après, vous avez un presque homme qui a une démarche assurée. Comme 2 millions d'autres Belges, il a pris la route de l'Exode, il avait 13 ans. Avec ses parents et sa sœur, ils sont partis vers la France en espérant trouver un accueil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sauf que voilà, ça a été compliqué pour un enfant de devoir parfois se jeter dans un fossé, de ramper, de trouver des corps. Et ça a été la première fois qu'il a été confronté à la mort. Il est resté marqué, souvent il en parlait, la gorge serrée, d'un corps inanimé, d'une petite fille qu'il avait trouvée au sol et qui tenait sa poupée. Et quand ils ont dû faire demi-tour après l'Exode, les Français ne voulant pas d'eux et les Allemands les ayant devancés, ça fut sa première opposition. Quand les Allemands en fait, lui ont proposé à manger, alors qu'il était affamé, il a dit non. Quelques mois plus tard, comprenant le principe du rationnement, il a quitté l'école sans prévenir ses parents pour travailler dans un atelier de chaussures et comme ça ramener de l'argent à la famille et permettre à ses parents et à sa sœur de mieux manger. Sauf que quand il est rentré chez lui tout fier de l'annoncer à son père lui a dit je te trouve très courageux de penser à la famille, mais c'est dommage parce qu'en plus de travailler à l'atelier de chaussures, tu vas devoir t'inscrire au cours du soir à l'école parce que je veux que tu ailles à l'école. Et donc il l'a fait. Il refusait de se soumettre à l'occupant. Dans la famille, certains faisaient partie de l'armée secrète, donc l'un des plus grands réseaux de résistance belge. Il voulait en faire partie, mais il était trop jeune. Et il a donc décidé de résister comme il pouvait avec ses armes à lui. Donc il aidait les résistants, il transportait des armes et des grenades la nuit dans les bois pour permettre aux résistants du groupe de se reposer. Il repérait les rexistes, donc les collaborateurs. C'est la population qui avait décidé d'aider l'occupant. Il connaissait son village comme sa poche, contrairement à l'occupant, donc c'était un gros avantage. Et avec 3 copains, ils arpentaient les rues en se moquant ouvertement des Allemands. Quand il me racontait ces anecdotes, il disait qu'il était con et inconscient, mais moi je le trouvais juste courageux. Il connaissait un endroit où les trains de ravitaillement pour les Allemands devaient ralentir entre 2 terris, donc vraiment propre au décor du charbonnage. Et je trouvais ça fabuleux parce qu'avec une fronde à cet endroit-là, il faisait sauter les cadenas, voler la nourriture pour les ramener chez lui. Et sa maman, n'étant pas débile, savait très bien où il volait cette nourriture, mais elle l'acceptait quand même parce que la famille avait faim. Un jour, les Allemands sont venus le chercher chez lui. Heureusement, il était resté trop longtemps chez un copain et avec le couvre-feu, il est resté chez lui. Et sa maman a juste dit écoutez, moi je sais pas, c'est un enfant, je sais pas où il est parti balader, je ne sais pas. Donc, première chance pour lui. Parfois, il se cachait aussi dans un buisson et il disait, il canardait le cul des boches, pardonnez-moi l'expression. C'est-à-dire qu'il attendait que l'un des deux soit isolé
Et ben voilà, il tirait au plomb dessus, c'était pas très malin, mais il le faisait parce que pour lui c'était sa façon, encore une fois, de s'opposer. Il a été pris par la peau du dos d'un Allemand qui l'a poussé vers le canal. Et il me disait qu'il ressentait encore la baïonnette des dizaines d'années après sur son torse de cet Allemand. Et il terminait souvent son partage par c'était lui ou moi. Et il continuait jamais cette phrase, mais il pleurait. Et voilà, et je devine comment ça s'est terminé pour lui, parce que encore 70 ans après, il faisait des cauchemars de ce moment. L'anecdote qui m'a le plus marqué quand j'étais enfant et que je lui ai demandé de raconter aussi par la suite quand j'ai travaillé dans la mémoire, c'est l'histoire de Hans. Donc je me suis dit, il a échappé la première fois quand les Allemands sont venus le chercher chez lui, et il a eu la chance d'échapper 2 fois à la déportation. Malheureusement, la première, j'ai peu d'informations, donc je vais surtout vous expliquer la deuxième. Hans était un officier allemand qui surveillait le village de mon oncle, et il avait déjà croisé plusieurs fois en disant « Écoute gamin, fais attention parce que à force de faire ce que tu fais, un jour on va te prendre. » Et en effet, un jour on l'a pris. Et donc on l'a mis dans un camion pour aller vers la gare. On l'a fait monter dans un train de déportation. Et heureusement, ce jour-là, c'était Hans qui gardait le quai. Et il lui a ouvert la porte arrière et il a permis à mon oncle de s'enfuir. Il lui a dit « Cours le plus vite que tu peux ». Et grâce à sa connaissance de son village, il a oscillé dans les belles rues et a réussi à se cacher dans le cimetière en fait, en attendant la nuit. Il parlait souvent de cette Hans en disant « C'était l'autre Allemand, c'était l'autre Allemagne, celle dont on ne parlait pas, celle qui a résisté en premier. » Et après la guerre, il a fait des recherches énormes pour retrouver cette personne. Malheureusement, il n'a jamais réussi. Et voilà, j'adore cette anecdote parce que c'est aussi moi ce que je défends. Il ne faut pas oublier que les premiers résistants par rapport au nazisme, c'était les Allemands. C'est eux qui, dès 1933, ont été enfermés. Et voilà, cette autre Allemagne, mon oncle avait la sagesse de la défendre malgré tout ce que l'Allemagne lui avait fait vivre. Après la guerre, il a fait son service militaire et il a rencontré sa femme, avec qui il restera toute sa vie. Il a continué à lutter dans les syndicats. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle en Italie, mais en Belgique, on a ce qu'ils appellent les maisons du peuple. Et c'est ce qui a créé... Bien ? Ok, voilà. À gauche, c'est une des autocollants que j'ai retrouvés dans ces tiroirs. Et donc voilà, c'est quelqu'un à la fois de sérieux, qui luttait pour les ouvriers constamment, mais c'est aussi quelqu'un qui savait rire, et on le voit d'ailleurs avec ses copains, se moquant en gros du patronat. Ensuite, quand j'étais enfant, il m'a emmené donc, au bordure de l'Allemagne pour me raconter l'histoire, et voilà, j'ai appris plein de choses grâce à lui. Je cherchais même les douilles dans les forêts de la guerre, et il a eu la même bienveillance. J'ai eu cette chance de pouvoir lui présenter ma fille, qui est juste là. Et voilà, à elle aussi, il lui a appris plein de choses, et à elle aussi, il l'a fait rire. Et donc voilà, c'est 4 générations en fait, qui ont pu se réunir et partager cet héritage familial qui, oui, n'est pas dans les livres, parce que mon oncle disait toujours « Mais pourquoi tu veux me faire témoigner dans tes classes? Enfin, j'ai rien fait durant la guerre. » Alors oui, il n'a pas été déporté, il n'a pas été torturé, mais pour moi, faire tout ça à 13-14 ans, c'était énorme. Après 70 ans de vie commune, il a malheureusement perdu sa femme. Ça a été une tragédie pour lui. Et égoïstement, je lui ai demandé de rester, parce que j'avais encore besoin de lui. Et donc on allait au cimetière ensemble, c'était notre balade. Il disait, bon, de toute façon j'habiterai bientôt ici, donc autant m'y faire. Et il voulait absolument, on avait un rituel, à chaque fois qu'on se voyait, on devait faire un selfie comme les jeunes. Et donc en fait je pense que j'ai une centaine de photos comme ça de lui. Donc après avoir voilà, passé au travers de la guerre, il a dû être confronté à la maladie. Mais là aussi il a survécu et on a fini par le penser
immortel, ce qu'il n'était pas. Et le Covid a eu un gros poids pour lui parce que pendant des mois on n'a pas pu se voir. Et c'est malheureusement ça qui l'a emporté. J'ai commencé mon travail de mémoire, je partais en voyage, il me disait écoute, fais attention, parce que ça recommence. Je retrouve les mêmes idées qu'avant la guerre et j'ai peur pour toi. Et je lui ai dit écoute, t'inquiète, j'ai d'autres copains antifascistes avec moi, notamment Guido. Et donc voilà, mais je lui disais quand je partais en voyage, mais je t'interdis de mourir sans moi. Tu attends que je revienne. Et on en discute d'abord. Et j'ai eu la chance, en fait, de vivre ces dernières heures avec lui. Malgré le Covid, les infirmiers m'ont permis de rester, ces dernières heures avec lui. Questa poesia ha insegnato l'antifascismo che lei segue da tanti anni. Poi credo che mi considero una specie di sostituto del suo profilo, ma io volevo dirle non sono così vecchio. Et après sa mort, j'ai créé une association antifasciste en Belgique qui s'appelle Painted Red. Bon, Red, je pense que tout le monde sait pourquoi. Et voilà, je continue à œuvrer, surtout avec des petits, des élèves. On fait des projets, on va à Buchenwald. J'adore voir Guido quand on a des réunions avec la FIR parce que je me sens soutenue et je sais que cet héritage qu'on m'a donné quand j'étais petite a un sens. Et ça, c'est très très important pour moi. C'est le serment de Buchenwald. Et c'est ce que ce pourquoi je continuerai à me battre jusqu'à ma mort. Et c'est assez troublant parce qu'au niveau de la symbolique, mon oncle, que j'appelais champion, m'a quitté le 11 avril 1945, donc le jour où la résistance a libéré le camp Buchenwald. Grazie a toi.